Je suis Jérôme Villa, je suis chez MySpace directeur de programme et ça fait un peu moins de 30 ans que je travaille dans le spatial sur les fusées, donc ça fait loin. Hein, ça remonte. Quel a été votre parcours d'étudiant? Alors, un parcours assez classique dans le milieu des ingénieurs. J'ai fait des classes préparatoires scientifiques et puis j'ai intégré une école d'ingénieurs, l'école centrale en l'occurrence. Et ensuite, j'avais pas un fléchage direct, naturel vers le spatial. C'est venu au travers des expériences, des stages en particulier. Donc j'ai fait 2 stages chez ce qui est devenu Ariane Group, mais à l'époque c'était des sociétés différentes. Un stage en Allemagne, chez maintenant Ariane Group Brême, et puis un stage au Muro, chez Ariane Group France. Et donc ça m'a donné le feu sacré du spatial. Enfin, l'envie de continuer de faire une carrière là-dedans, et j'ai enchaîné avec un service militaire détaché à l'Agence spatiale française, le CNES, où j'ai été embauché par la suite. Très bien. Alors, quel a été votre parcours professionnel? Alors là aussi c'est assez classique et c'est important j'ai souvent coutume de dire aux jeunes de respecter les étapes, parce que moi je suis allé un peu vite et ça a pu me gêner par la suite. On commence toujours par des métiers techniques et il faut passer le temps, les années nécessaires pour que cette base technique elle soit assimilée et qu'on ait des fondamentaux qui soient solides pour faire ensuite peut-être du management, de la gestion de projet, ce que j'ai fait. Si on n'est pas passé assez longtemps par la case technique, on ne fait pas forcément un bon encadrant, on ne fait pas un bon chef de projet parce qu'à un moment donné, on décroche un peu de la pertinence ou la réalité de ce qu'on est en train de manipuler et on ne prend pas les bonnes décisions. Donc moi j'ai fait 3-4 ans d'ingénieur technique, j'ai travaillé sur le décollage d'Ariane 5. Ariane 5 était en conception à l'époque, donc il fallait concevoir la phase de décollage, la taille des tuyères et comment elle se déboîtait de la table de lancement. Donc tout ça c'était en chantier et donc j'ai contribué avec d'autres, hein, je n'étais pas seul évidemment, à étudier ces phases-là et à permettre de prendre des décisions sur la conception. Décollage, les séparations d'étages, les séparations des boosters qui s'éloignent d'Ariane 5 dans la première partie du vol, et puis les autres séparations, les tâches supérieures, la coiffe, etc. Et les retombées. Et ça a été ma base technique, mon métier technique. Ensuite, au bout de quelques années, on m'a encouragé à prendre des fonctions plutôt qu'on appelle projet, donc qui sont plutôt de direction, d'encadrement, de travaux qui sont engagés dans d'autres sociétés. Le CNES à l'époque était maître d'œuvre de la conception d'Ariane 5, c'était lui le chef d'orchestre pour animer tout ce réseau industriel qui concevait et puis construisait la fusée. Et donc il fallait aller, donc j'ai eu en charge d'abord la coiffe, la partie qui protège le satellite. Donc il fallait aller toutes les semaines chez l'industriel suisse qui fabriquait la coiffe pour suivre son développement, donner les orientations, aider à prendre des décisions techniques et puis cadencer ça pour que ça arrive au bon moment à la fin du développement d'Ariane 5. Donc voilà, j'ai eu plusieurs expériences comme ça de chef de projet sur des périmètres qui ont varié dans le temps, jusqu'à être chef de projet de l'ensemble de la fusée Ariane 5 ECA, c'était une des variantes d'Ariane 5, celle qui est allée au bout, celle qui a terminé la carrière d'Ariane 5. Et ensuite, à un moment donné, donc au milieu des années 2010, on a pris conscience qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le spatial, une transformation, une vague de transformation qui était en train de se matérialiser. Alors qu'on a vu, on a coutume de l'associer avec SpaceX, mais SpaceX c'est un indicateur parmi d'autres. Le premier indicateur, c'est que les satellites, les satellites qu'on lançait et les marchés auxquels on s'adressait avec Arianespace étaient en train de changer aussi, passer de la diffusion télé à autre chose. Et bon voilà, plusieurs facteurs de transformation qui arrivaient en même temps. Et donc j'ai été, ça m'intéressait, le changement ça m'intéresse. Donc j'ai été en charge de un peu essayer de construire la roadmap future, de voir comment on pouvait on affronter cette transformation et comment on s'en servait aussi pour se réinventer un petit peu. Donc j'ai pris la direction des projets futurs au CNES, donc en charge de l'horizon d'après. Donc après Ariane 6 était déjà sur les rails, donc ce qu'il fallait c'était essayer d'imaginer, de construire ce qui se fera après. J'ai lancé un certain nombre de projets dont on parlera peut-être. Et assez vite aussi, je me suis convaincu que ça suffisait pas, cette prise de conscience ne suffisait pas à se transformer. Donc il fallait pas juste faire le constat de dire bah, il se passe quelque chose, bon, ben, mobilisons-nous. Ça marchait pas. Enfin,
c'était pas assez. C'était pas aussi assez de lancer des bons projets technologiques. On a lancé des bons projets qui arrivent aujourd'hui à maturité, le moteur Prometheus, l'expérimentation de réutilisation Callisto, les transformations de la base spatiale à Kourou. Donc tout ça, ça a été, je ne cite pas les projets qui n'étaient pas pertinents, qui sont morts en route, mais ceux-là, ils continuent et ils sont aujourd'hui très pertinents. Ça ne suffisait pas non plus de lancer les bonnes pistes technologiques. Il fallait plus que ça pour se transformer. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai créé une unité qui était en charge un peu d'être l'éclaireur d'une transformation, qui s'est appelée ArianeWorks, qui était une unité mixte entre le secteur public, que je représentais avec l'Agence spatiale française, et le secteur industriel qui était représenté par Ariane Group. Et après, autour de cette unité sont arrivés d'autres industriels. Donc c'était une petite équipe de 15 personnes où on essayait de planter la graine de quelque chose qui devait porter cette transformation. Donc non seulement par la stratégie et les technologies, parce que ça finalement on l'avait déjà fait, mais aussi par les manières de travailler. Donc, pour se transformer, il faut aussi changer de culture. On avait une très belle culture qui était la culture Ariane qui s'était stabilisée parce qu'on était en plein succès, moi quand je suis arrivé dans le secteur. Et la culture du succès, où on cherche à verrouiller un peu sa position et à stabiliser sa qualité, c'est pas la même culture. Vous avez besoin de quelque chose de différent en termes de méthode de travail, en termes de dynamique et même d'état d'esprit quand vous devez vous transformer. Et ça, il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience aussi que c'est pas possible de faire coexister ces deux états d'esprit dans les mêmes organisations. Et donc j'ai créé ArianeWorks pour ça. On a expérimenté, on a essayé plusieurs choses pour dynamiser les sujets qu'on portait, en particulier la réutilisation des fusées. Et à la suite d'ArianeWorks, une des idées qu'on a portées, qui n'était pas très visible dans la communication parce qu'elle a été un peu masquée, c'était un projet de société, qui est devenu MaiaSpace, de spin-off un peu de cette association. Et après j'ai rejoint MaiaSpace au moment où la société était créée. Pouvez-vous nous faire part de 2 à 3 projets qui vous ont le plus marqué au sein du CNES, d'Ariane Group et plein d'autres sociétés dans lesquelles vous avez travaillé et vous êtes profondément investi? Alors il y a plusieurs expériences qui me viennent en tête. Je vais commencer par une expérience technique et puis après, parce que la technique c'est important, c'est au cœur de notre métier, donc je vais commencer par ça. Et une autre expérience plutôt humaine qui me semble emblématique et très forte dans la communauté Ariane. Déjà je vous emploie des mots un peu, je vais parler de famille, vous allez comprendre. Donc d'abord une expérience technique, au moment où j'ai débuté au CNES, dans mon portfolio d'activités, il y avait les retombées d'étage. Et j'ai été amené à suivre puisque j'avais cette activité, à aller observer in situ des retombées d'étage pour recaler nos modèles de simulation. On faisait des simulations de où est-ce que l'étage va retomber, comment il va se fragmenter et comment ces fragments vont se répartir sur une zone de débris. Donc qu'on calcule et puis évidemment on s'assure que c'est dans des zones inhabitées, donc au milieu des océans, et puis même on interdit des zones pour ne prendre aucun risque vis-à-vis de... C'est les zones qu'on appelle le cimetière d'Ariane, où c'est très sécurisé, très militarisé? Pas forcément. Pas forcément, non, alors Parce qu'en fait, il y a une interdiction pendant une très courte période de naviguer, et donc il y a des communications en interne, toute une organisation fine, parce que la première des choses, c'est bien entendu la sécurité optimale. Oui, alors ça effectivement, c'est ce à quoi vous faites référence. C'est sur les premières retombées, sur la première partie du vol, qui sont au large de Kourou. Et donc là, on va chasser les bateaux de plaisance, les avions et des choses comme ça, parce que sécurité. Et c'est vrai que j'avais ça aussi, mais l'expérience que je vais raconter, c'est sur la deuxième partie du vol. D'accord. Donc ça retombe beaucoup plus loin. Donc c'est au fin fond de l'océan Atlantique, océan Indien ou océan Pacifique. Et donc moi, les premières missions où j'ai été amené à suivre in situ les retombées, et c'est ça qui est magique, ça a été la mission Rosetta. Donc l'étage que je suivais, il retombait dans le Pacifique, autour des îles Galapagos, donc en évitant les îles, etc. Et j'ai été amené, donc j'avais préparé une mission avec un avion équipé d'un radar, et de caméras aussi, pour aller observer la retombée. Et là, maintenant je le raconte calmement, mais vous pouvez imaginer l'émotion. Alors déjà la mission partait de la Rosetta, c'était pas mal, la mission, assez sympa. Et puis quand vous êtes jeune ingénieur, que vous avez préparé ça, que vous avez calculé que la zone de retombée ça allait être là,
que vous demandez au pilote de l'avion, qui était un astronaute en plus, tu vas tourner comme ça, à cette vitesse-là, et là ça devrait être bon. Bon, vous y croyez qu'à moitié quand vous le faites. Et le truc magique, et c'est là la magie de la technologie, c'est quand c'est bien fait, ça se passe, et au moment où il tourne, il y a une lumière qui s'allume dans le ciel, c'est l'étage dont vous avez calculé la trajectoire, qui est en train de rentrer dans l'atmosphère, donc il chauffe, il diminue. Et donc quand vous voyez ça, il y a une émotion très forte, bon, déjà de réussite, mais surtout de dire mais tout ce qu'on calcule, ça fonctionne. on est capable d'apprécier ces phénomènes physiques. Donc ça, c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué pour aussi donner confiance dans ce qu'on était capable de faire en termes de prévision, de calcul et de mobilisation de moyens au service de la technique. Et alors, peut-être une expérience maintenant plus humaine, et j'y pense parce que hier j'étais à un pot de départ d'un collègue et qui est revenu là-dessus, et je pensais très très fort dans les gens qui travaillent sur Ariane et peut-être sur la plupart des projets européens. Alors surtout à l'époque où j'ai commencé, c'était une myriade de sociétés, d'acteurs, l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale française, les autres agences spatiales qui s'emballent un petit peu, même si elles ne sont pas directement impliquées, et puis des industriels, des dizaines, voire des centaines d'industriels, entre la Suède, l'Espagne, l'Allemagne, la France, la Suisse, la Belgique, etc. Et donc c'est un truc qui est très composite, dont on peut penser que c'est un bazar complexe. Et en réalité, ça marche, et au-delà des badges ou de l'identité de votre employeur, et c'était très fort quand j'ai commencé, j'ai pris conscience de ça, il y a quelque chose qui nous lie, une unité, une culture, vraiment une culture même, et puis aussi une culture d'ingénierie, parce qu'on parle des mêmes normes. Hein, vous pouvez vous balader du fin fond d'Espagne, de Séville, jusqu'au extrême nord de la Suède, et parler je vais parler d'une norme de la SM30, qui est la norme qui gère la conduite du projet sur Ariane, et vous comprenez, on a un langage commun. Et donc on est unis par quelque chose qui dépasse nos différences culturelles et organisationnelles, et qui fait de nous une communauté solidaire. Et en particulier, ça se retrouve très très fortement dans les moments difficiles, dans les échecs. Ça fait partie de notre métier, les moments difficiles, les échecs. Et là, alors moi j'ai connu que ce monde-là, donc c'est dur, les échecs. Mais c'est dur, mais on serre les coudes. J'ai jamais vu des moments où on se tirait dans les pattes. J'ai vécu plusieurs échecs, en particulier je pense au premier lancement d'A5ECA. Ça échoue. Dans la nuit, on se dit bon, maintenant on se retrousse les manches, on récupère les données, on y va. On appelle l'industriel suédois qui était associé, enfin qui était impliqué dans l'échec. On l'aide. Voilà, on ne cherche pas de coupable, on est tout le temps en train de reconstruire de manière solidaire. Donc ça, cette qualité humaine, c'est la deuxième chose qui m'a marqué quand j'ai commencé. L'échec fait partie de la réussite en fait. Ouais. C'est important. Vrai. On le dit souvent dans le grand public, on l'énonce souvent d'une manière théorique, mais il faut faire cette projection dans le cadre pratique qui est très très importante. Ouais. Et l'échec, c'est un moment forcément négatif, hein. Mais c'est un moment, il faut dépasser cette négativité, parce que voilà, on est là pour essayer d'en faire quelque chose. Donc le mauvais moment est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Alors, avez-vous eu une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant ou professionnel qui vous a influencé pour vous orienter sur cette carrière d'excellence? Alors, au moment où j'étais étudiant, pas tellement, parce que comme je le disais au départ, j'avais pas fait du spatial mon étoile, enfin ma boussole, disons. C'est venu vraiment en découvrant ce milieu-là. Peut-être plus tard, il me vient une rencontre qui est inspirante. Alors, tard dans ma carrière, j'ai travaillé avec Jacques Blamont, qui était un des fondateurs du CNES, même peut-être le fondateur du CNES, et qui, à 93 ans, continue à travailler au CNES. Et donc là, ça marque. Un personnage comme ça, qui a eu la vision de créer la filière Ariane, le centre spatial de Kourou, qui a créé aussi l'outil de l'Agence spatiale française au service de cette ambition, qui a aidé à créer l'Agence spatiale indienne, donc il y avait aussi une notion un peu de... c'est une aventure pour l'humanité. C'est pas juste la France ou l'Europe. Alors déjà, on grandit, c'est une aventure de l'humanité. Pour être
pour être complémentaire, Jacques Blamont avait aussi organisé, géré tous les lancements des fusées sondes en place en Algérie. C'est vrai. Et il avait choisi plus spécifiquement le lieu de la base de lancement en Guyane française. Ouais. Et donc voilà. Voilà. Et donc, avoir eu la chance de le croiser, alors, malheureusement, il est mort pendant les années Covid, je crois, en 2019. Avoir eu la chance de le croiser, d'échanger avec lui. Alors, on avait échangé à l'époque sur l'arrivée de SpaceX et comment il analysait cette situation. Et donc, ça nous a beaucoup inspiré sur ce qu'on a fait par la suite pour essayer de redonner comme ça un élan à Ariane, d'une certaine manière, ce qu'on essaie de faire aussi modestement chez MySpace. Alors, le lundi 6 décembre 2021, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait annoncé à Vernon qu'Ariane Group allait développer un mini-lanceur réutilisable, appelé Maya, afin de rattraper le retard pris par les Européens face à SpaceX, sur deux plans bien entendu, les lanceurs réutilisables et les constellations de satellites. Ces mots étaient « Ce lanceur doit être opérationnel en 2026 ». Alors, vous êtes dans les temps? Ouais, so far so good, comme on dit en anglais. Pour l'instant, oui, on est dans les temps. Donc c'est une course de vitesse. Mais on n'est pas parti comme ça à la fleur au fusil au moment de l'annonce. D'ailleurs, les annonces politiques, c'est toujours un peu embarrassant. C'était pas un projet de la France, ou c'est un projet privé qui s'inscrit plutôt dans une dimension européenne. Donc il y a toujours des aspects un peu d'interprétation qui sont un peu gênants quand c'est porté comme ça par une parole publique très forte. Mais à part ça, non, le calendrier c'est toujours le nôtre. Lancement, même démarrage des activités commerciales en 2026, ce qui veut dire plusieurs lancements en 2026, parce que le premier lancement ne sera pas commercial, c'est un lancement d'essai. Et oui, on fait tout pour y arriver. Pour l'instant, c'est bon. Alors dit autrement, il avait donc donné son feu vert et encouragé pleinement la concrétisation d'innovations dites de rupture dans le spatial. Mais il me semble important aussi de rappeler qu'en dehors de MySpace, beaucoup se demandent pourquoi n'avons-nous pas développé au sein du CNES, de l'ESA et d'autres entreprises partenaires des lanceurs européens et des constellations de satellites. Car en regardant les forces vives de la grande vague du New Space, qui se développe aujourd'hui en France et en Europe, nous sommes très impressionnés par les quantités et les qualités des idées, des projets présents, mais au final, nous nous rendons rapidement compte que très peu sont véritablement financés. En sachant, comme on dit souvent dans le domaine du spatial, si ça n'a pas volé, ça n'existe pas. Et en fait, l'idée, c'est quelle réflexion, quel repère pouvons-nous avoir dans ce repère extrêmement compliqué où cette rupture avec un faible taux de réussite et un très grand taux d'échec risque de donner une dynamique très négative pour les années à venir. Avant de parler sur la dynamique, je vais commencer par la manière dont je l'ai vécu. Parce que moi, oui, bien sûr, c'est important. Si vous voulez, avec mon identité et puis mon parcours, moi ça me semblait naturel qu'on essaye de se réinventer avec les outils organisationnels qu'on avait, donc comme à la dimension européenne, avec une association publique-privée qui marche pas si mal sur Ariane depuis 5 décennies, et j'ai échoué en fait à porter ce message-là de la transformation dans le schéma organisationnel. J'ai échoué parce qu'il y avait toutes les raisons d'échouer, parce qu'au moment où vous traversez comme ça des périodes de transformation et où l'innovation doit être portée avec une cadence forte et voilà, où il y a un foisonnement d'idées, eh bien, la multiplicité comme ça des acteurs ou des initiatives, elle fait partie des recettes nécessaires. J'ai mis du temps à le réaliser. J'ai mis quelques années à essayer de monter ce qu'on fait un peu aujourd'hui avec MySpace à notre échelle privée dans une autre forme. C'était pas possible. Il n'y avait pas le consensus, il n'y avait pas... Et voilà, je pense que ça fait partie aussi de ces périodes d'innovation que d'accepter que ça foisonne dans tous les sens, effectivement, avec un taux d'échec, une forme de compétition d'idées qui est aussi la recette pour qu'il y ait un renouveau du sang neuf, une énergie nouvelle, et que de cette
cette turbulence en quelque sorte, ou de cette floraison, il y ait quelques fleurs et que les autres, ma foi, elles ont aidé les autres fleurs à pousser de manière plus vigoureuse en quelque sorte, mais elles ne vont pas au bout. Donc oui, il n'y aura pas que des gagnants, c'est juste pas possible. Le spatial n'est pas, les marchés spatiaux sont pas assez vastes pour accueillir autant de prétendants que ce qu'il y a aujourd'hui dans le paysage, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il en sortira forcément quelque chose de positif. Pouvez-vous nous présenter la startup MayaSpace? Alors, MayaSpace, je ne la qualifierais pas de start-up au sens propre du terme, pour deux raisons. D'abord, comment dire, au moment où la société s'est structurée, s'est constituée, ça a résulté déjà d'une réflexion qui remontait assez loin. Donc il y a eu une période d'incubation, il n'y a pas eu comme ça une étincelle qui fait jaillir ex nihilo une idée, qui est souvent la période qu'on qualifie de start-up, et avec une croissance exponentielle ensuite des potentialités. La deuxième raison, c'est que justement, il n'y a pas une croissance exponentielle. Le spatial n'a pas une croissance exponentielle. Donc on est dans quelque chose de plus rationnel. Et puis peut-être un dernier commentaire avant de décrire ce que c'est que MayaSpace. On n'est pas non plus... Enfin, nous sommes une filiale d'Ariane Group et c'est pour des bonnes raisons. Voilà, on sait qu'on travaille dans un secteur qui est compliqué, où la maîtrise technique elle est longue à acquérir et douloureuse à acquérir. Et donc on essaie de construire du nouveau en se posant sur des bases solides. Dire qu'on fait table rase du passé, qu'on commence comme ça en repartant de zéro, j'y crois pas beaucoup. Il y a certains qui font ça, mais je leur souhaite beaucoup de succès et du courage. Moi je ne me sentais pas l'énergie de faire ça. Donc MayaSpace, c'est une filiale d'Ariane Group, une spin-off d'Ariane Group, une petite société à côté du grand frère Ariane, qui développe un mini lanceur, donc une fusée de petite dimension ou de petite capacité plus exactement, dont le premier étage est réutilisable. Et donc on vient en complément des grosses fusées qui servent les intérêts plutôt stratégiques, enfin un mix d'intérêts stratégiques et commerciaux, Ariane et puis les autres lanceurs qui sont accompagnés par les agences spatiales en Europe, plutôt pour nous consacrer au secteur privé, l'orbite basse et des petits satellites. Donc la performance de notre fusée, suivant les missions et suivant qu'on réutilise ou pas l'étage, elle varie entre 500 kg et puis 2,5 tonnes à peu près en orbite basse. Donc on a cette identité un peu hybride de nouvelles sociétés, mais qui travaille qui a des racines profondes dans l'histoire d'Ariane, et c'est aussi ce qui explique notre proximité avec Ariane Group, qui est à la fois notre actionnaire, notre fournisseur pour les moteurs par exemple. On achète les moteurs à Ariane Group parce qu'ils font très bien les moteurs. Et puis c'est trop compliqué pour moi aussi de développer ça dans une petite société. Et puis voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques du lanceur Maya réutilisable qui est une première pour la France et l'Europe? Quel sera le nombre de lancements prévus, théoriquement, je dis bien, durant une année? Alors le lanceur, c'est un lanceur dont le premier étage est réutilisable et sous forme d'options. C'est assez important dans le modèle économique de la société, un peu comme le cas du Falcon de SpaceX. Il y a des missions pour lesquelles l'étage n'est pas récupéré. Et dans le cas de Maya, c'est pareil, alors pour d'autres raisons, mais parce que ça nous permet, avec le même lanceur, suivant qu'on décide de récupérer ou pas l'étage sur la mission, d'adresser différents marchés des satellites à lancer. Quand on récupère le premier étage, la performance elle est diminuée, parce qu'il faut l'énergie pour rallumer le moteur. Il y a des appendices aussi, des jambes, des ailes, des ailes et des jambes, si je le fais de manière animale. Et tout ça, ça vient amputer la performance du lanceur. Et donc on a une certaine performance, donc là on est autour de 500 kg en orbite basse, et c'est une certaine typologie de marché. C'est des petits satellites d'observation. Il y a quelques satellites institutionnels, mais plutôt des satellites privés. Et à contrario, si je décide de ne pas récupérer l'étage, donc de profiter de la pleine performance de mon lanceur, là on va monter jusqu'à 2,5 tonnes. Et là on peut servir une autre typologie de clients qui sont des satellites plus ambitieux et même des constellations de petits satellites. Et donc cette dualité,
plutôt cette flexibilité d'utilisation. Alors on peut aussi ajouter un kickstage qui fait partie aussi du lanceur Maya, donc c'est un troisième étage qui est optionnel. Donc je peux faire récupérable, non récupérable, avec ou sans kickstage. Et avec ça, donc ça fait une combinatoire de 6 peut-être, 6 configurations, donc 6 performances. C'est riche, ouais. C'est assez riche. En possibilités, c'est riche. La question qui se pose automatiquement, mais vous y répondez d'une certaine manière, partiellement, c'est vous avez déjà prévu, à l'image du grand frère Ariane, les évolutions possibles, avec Ariane 1, 2, 3, 4, 5, oui. 6. Ça c'est effectivement, vous avez raison de souligner ça, parce que c'est... Je vais pas parler des autres, mais je pense que ça nous démarque un peu d'autres aventures qui nous ressemblent. L'incubation, ça a ça de bon, c'est qu'on a eu le temps de réfléchir au chemin qu'on voulait prendre et à penser le temps long. Et puis en plus, on vient du métier, donc on sait combien c'est difficile. Je vais prendre une comparaison avec Rocket Lab, parce qu'on a deux salariés qui viennent de chez Rocket Lab, donc j'en discutais il n'y a pas longtemps avec eux. Rocket Lab, à partir du moment où vous avez du succès sur le petit lanceur Electron, mais que vous vous rendez compte que votre intérêt c'est d'aller sur le marché du dessus, là c'est compliqué parce que vous n'avez rien prévu pour ça. C'est pas les mêmes moteurs, c'est pas les mêmes pas de tir, c'est pas les mêmes technologies, vous devez abandonner les pompes électriques. Donc c'est un virage compliqué à négocier. Nous ça on l'a réfléchi en amont. L'architecture qu'on a choisie pour le lanceur Maya, la taille qu'il a aujourd'hui, pour adresser le marché qu'on cherche aujourd'hui, le potentiel d'évolution, tout ça a été pensé pour que les marches, si on arrive jusque là, que les marches à franchir soient faciles et qu'elles reposent sur des mêmes technologies qu'on aura pu roder à petite échelle et puis on les amène petit à petit à grande échelle. Donc c'est vrai pour la motorisation, c'est vrai pour l'étagement, c'est vrai pour la réutilisation. La technologie de réutilisation qu'on travaille, elle peut s'adapter moyennant un facteur d'échelle à un lanceur de classe Ariane par exemple. Alors que si on partait sur une réutilisation par parachute, je connais bien les fournisseurs de parachutes, à partir d'une certaine masse, il n'y a plus personne. Même en Russie, qui sont les champions des parachutes hypersoniques ou des choses comme ça. Et voilà, donc on a eu cette réflexion assez tôt, et c'est maintenant le produit Maya est le fruit de cette réflexion, de quel est le bon spot où on se met, où on a notre modèle d'affaires, donc cette capacité avec notre flexibilité d'adresser plusieurs marchés, et en même temps on est sur on sait comment monter en gamme de manière rationnelle et de manière relativement simple. Alors, quels sont les liens du lanceur Maya avec le démonstrateur de vol européen Themis? Alors, il y a, au moment où l'écosystème se transforme, les acteurs publics, les agences spatiales, aussi se transforment un peu leur action. Ils passent d'un mode où ils étaient prescripteurs, les lanceurs Ariane. Alors, même si je remonte très très loin, les lanceurs Ariane étaient développés par la puissance publique. Ça, moi je l'ai fait au début de ma carrière. Je disais le CNES était maître d'œuvre, donc c'est lui qui prenait les décisions techniques sur le lanceur. Ensuite, il y a eu une transition. Maintenant, il y a une relation un petit peu différente. C'est le secteur industriel qui prend les décisions techniques, mais le secteur public reste prescripteur des spécifications. Et là, il y a un glissement avec la vague de transformation. Le secteur public va plutôt se placer en client. Il va dire, moi, je vais utiliser des services d'accès à l'espace. Par contre, quel lanceur, quelle capacité, ça c'est à vous de voir, en fonction du marché, en fonction de ce qui vous est possible. Donc il y a une responsabilisation beaucoup plus forte du secteur privé pour amener des idées. Et par contre, il n'y a pas de magie. L'économie des lancements spatiaux ou du spatial, c'est toujours quelque chose qui est assez compliqué. C'est compliqué de gagner de l'argent quand on fait du spatial. Et ça, les acteurs publics le savent. Donc pour rendre ça possible, ici comme aux États-Unis, en Chine ou en Inde, pour rendre ça possible, ils développent quand même des technologies communes, qui s'appellent des building blocks, donc des technologies un peu génériques, jusqu'à les rendre disponibles pour les acteurs privés. C'est le cas du moteur Prometheus, qui est développé par Ariane Group, mais pour le compte de l'ESA. C'est le cas de Themis, pour revenir à votre question, qui est un démonstrateur de technologie sur la réutilisation, mais qui ensuite je dirais, les résultats sont disponibles pour les acteurs, n'importe quel acteur industriel qui voudrait se lancer dans l'aventure. Et c'est le cas d'autres technologies qui sont moins visibles, parce que c'est moins des objets de communication, mais il y a des équipements électroniques, des équipements de télémesure, des vannes, des choses comme ça, qui sont développées par les agences publiques et qui sont ensuite sur une étagère en disant voilà, là il y a des technologies qu'on a amenées à un certain niveau de maturité, maintenant à vous de jouer au Lego avec ces technologies
pour proposer des services, des lanceurs et des services de lancement. Donc c'est la manière dont on... J'ai fait une très très longue explication pour répondre à votre question. C'est la manière dont on travaille avec Temis. C'est un portefeuille technologique dans lequel on va piocher, ou pas d'ailleurs. Alors, j'ai travaillé un peu sur Temis dans mon passé, donc tout n'est pas parfait. Tout n'est pas, enfin, en tout cas, si, c'est parfait, mais j'ai pas envie de reprendre tout pour Maya. Ouais, je fais mon marché un peu là-dedans. Très bien, très bien. Alors, quels sont les prochains challenges de Maya Space? Sympathique et frappant par rapport à moi, ce que j'ai connu précédemment dans ma carrière, c'est que pour tenir un calendrier très court, on va très vite sur des fabrications, sur du prototypage. Donc on a le temps passé en ingénierie pure, donc en jus de cerveau, en élucubration intellectuelle, en design, il est très faible avant de lancer en fabrication. Donc on a déjà des prototypes que vous avez pu voir dans notre communication, un prototype d'étage cryotechnique qui a subi plusieurs essais de remplissage de cryo déjà, et qui est retourné en zone d'essai il y a 2 semaines, hein, donc il va refaire des essais bientôt. On a, alors pas un prototype de Kickstage, mais enfin une plateforme technologique où on teste des moteurs et des sous-ensembles du Kickstage qui a fait des essais à feu à partir de la fin de l'année dernière. Et là on est en train de construire d'autres prototypes, c'est ça les challenges là, de cette année, un prototype de premier étage, donc on n'avait pas encore réalisé parce qu'il a des proximités très fortes avec le deuxième étage. Toutes les technologies qu'on valide sur le deuxième étage sont validées aussi de facto pour le premier étage parce qu'on choisit la même filière de fabrication, les mêmes raidisseurs, enfin des choses mécaniques et fluides qui sont communes. Mais quand même, donc là on est en train de fabriquer un prototype de premier étage. Et donc si tout se passe bien, quelque part vers la fin de l'année, on aura et on a un deuxième prototype de deuxième étage aussi qui est un peu plus élaboré avec plus de fonctions, qui se rapproche d'un étage qui serait capable d'aller en vol. Donc en fin d'année, on devrait avoir un premier étage, un deuxième étage, un kickstage, peut-être des éléments qui se rapportent à la partie haute. Et donc c'est notre défi de cette année d'avoir, c'est un méga Lego parce que c'est très gros, et de pouvoir répéter des opérations d'intégration. C'est ça notre objectif, hein, au-delà du prototypage qui nous permet d'avancer dans la définition et dans la validation, je veux dire, de la chaîne de fabricants et de fonctionnel aussi, parce que nos étages sont testés. On doit valider aussi l'assemblage, donc les outillages qu'on utilise pour les accoster, les brides, les procédures, la capacité aussi de notre atelier à accueillir tout ça. Ça va être un moment assez fort, je pense, de l'année 2024 pour nous. Très bien, très bien. Alors, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et le spatial en particulier, qui est, soit dit en passant, très présent dans la société, et française en tout cas. Oui. On est directement tous liés ou indirectement tous liés au spatial et aux grandes disciplines scientifiques. Ah, il y a beaucoup de choses à dire et je suis souvent sollicité pour aller m'exprimer devant des étudiants. Là, la question est très large. Souvent, on me demande, c'est des étudiants qui sont déjà dans une filière proche du spatial et qui se demandent mais qu'est-ce qui fait que on attire l'œil, enfin on devient plus pertinent pour arriver sur le marché du travail. Alors je vais commencer par ça peut-être, ça je l'ai bien en tête. Donc MySpace c'est une société qui a grandi très vite, parce qu'on arrivait lancé, mais voilà, il fallait créer la boîte, donc on est passé de 0 à 120 salariés, quelque chose comme ça en 18 mois, ce qui veut dire que j'ai fait 120 embauches. Donc des tris de candidats, je vois très bien ce que c'est, je vois très bien le côté formidable de la France en particulier, je vais dire de l'Europe, mais c'est beaucoup plus marqué en France, des écoles d'ingénieurs qui forment des ingénieurs qui sont très bons en particulier dans l'aérospatial. Ça n'existe pas forcément ailleurs, hein. Donc il y a vraiment un écosystème. Une plus-value quoi en fait. Oui, c'est ça, un écosystème d'éducation qui est très bon. Et après, moi, ce que je vais repérer là-dedans, et ce qu'il n'y a pas forcément naturellement chez les ingénieurs français, c'est une expérience pratique. Si au-delà des études et des qualifications et des diplômes, vous allez travailler dans un club de fusée, dans un programme étudiant qui est accompagné par le CNES ou par l'ESA ou par, je pense à l'université de Delft à Hollande, qui est un programme magnifique là, de fusée expérimentale, là, vous atteignez un stade supérieur. Parce que non seulement vous avez la connaissance théorique, mais vous êtes passé par qu'est-ce que c'est qu'une fabrication. Et puis vous avez rencontré les problèmes qui vont avec. J'ai pas standardisé mes boulons, j'ai pas les bons, je prends tout d'un coup un mois dans la vue parce que c'est pas facile d'approvisionner les boulons.
Ce dont vous faites allusion dans les écoles d'ingénieurs, c'est la réalisation des mini-fusées ou des fusées expérimentales qui sont lancées chaque année sous la direction du CNES et avec d'autres associations en place, et qui est l'une des meilleures situations où l'ingénieur peut comprendre concrètement, expérimentalement toutes les choses qui se passent dans le spatial actuel, parce qu'il y a différentes expériences qui y sont menées à de très hautes altitudes. Ça peut aller de plusieurs centaines de mètres, 300 mètres approximativement, jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Oui, exactement. Et on a, enfin, plus moi, parce que peut-être j'y reviendrai comme coach à un moment donné, mais quand vous êtes jeune étudiant ou jeune passionné du spatial, vous avez cette chance d'avoir ce spectre de possibilités d'aller manipuler vraiment des produits. Donc, comme vous dites, ça passe par des petites fusées. Il y a même des fusées à eau si vous n'êtes pas étudiant encore, si vous êtes lycéen ou collégien. Il y a un accompagnement pour se frotter un peu aux choses. Après, il y a le C-Space, qui sont des petites fusées, quelques centaines de mètres. Puis si je vais à l'autre bout du spectre, il y a le programme Perseus, qui s'adresse plutôt à des ingénieurs, étudiants ingénieurs. Et là, les fusées Perseus, c'est des fusées multi-étages, donc il faut gérer la séparation avec un moteur propulsion liquide, donc c'est tout à fait différent en complexité du C-Space. Et il y a même des éléments de fusée réutilisables qui sont testés dans Perseus. Donc ça, c'est mon conseil, c'est si vous êtes intéressé par le secteur, que vous voulez y faire carrière, allez-y. Et après, mon deuxième conseil, c'est qu'il ne faut pas perdre sa capacité à s'émerveiller et à savoir pourquoi on fait du spatial. C'est pas un métier comme un autre. Vous ne faites pas du spatial comme vous iriez dans le secteur automobile ou dans un secteur, enfin je ne veux pas insulter le secteur automobile. C'est différent, ouais. C'est un rapport technique différent, une ingénierie différente. Alors, pour terminer, les associations scientifiques et techniques sont-elles une nécessité au sein de notre société, et surtout pourquoi en fait? Alors, exactement pour les raisons qu'on vient de citer. Les associations type Planète Science, des choses comme ça, qui amènent la curiosité vers le monde scientifique, c'est important, alors, particulièrement pour les jeunes filles. Alors, moi, je fais tout mon possible pour équilibrer ou monter la mixité dans l'effectif de MySpace, mais dans les écoles d'ingénieurs, vous êtes à 1 pour 5 à peu près, les filles par rapport aux garçons. Et ça c'est juste pas normal, c'est une question qui se joue dans l'éducation avant. Donc je pense qu'il y a un rôle dans les associations comme ça pour éveiller le goût et dépasser un petit peu ces freins qui existent encore. Au-delà de l'ingénierie ou de la présence des filles dans l'ingénierie ou dans le monde universitaire, il y a surtout la base, c'est le cadre social. Oui, si vous êtes dans un environnement qui ne favorise pas, qui ne souffle pas des dynamiques positives scientifiques, on sera forcément, au bout d'un moment, les gens vont tout simplement se contenter d'avoir un job, et peu importe le job que nous avons, quoi. Ouais. Mais c'est important parce que, en fait, on ne peut pas comprendre de la meilleure des façons la société française et européenne d'une manière beaucoup plus générale si on n'a pas cette grille, non pas que, mais si on n'a pas au moins une grille liée au développement des connaissances scientifiques et techniques. Et ça permet d'avoir une plus-value sur la participation concrète à la société bien entendu française et puis autres. C'est vrai. Et donc, pour revenir à votre question, les associations, il m'est venu plusieurs exemples en tête. On peut parler de ce qui se passe à la Villette, qui permet aussi d'éveiller la curiosité. Alors moi j'habite Vitry-sur-Seine, un truc qui s'appelle l'Exploradome, qui est un truc aussi pour les plus petits, mais qui est un éveil à c'est quoi la physique, c'est quoi qui est formidablement, c'est super. Je pense que c'est ça qui fait que les jeunes qui sont intéressés trouvent un relais à leur intérêt, et puis ça devient un peu plus que de la curiosité, et puis peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils veulent en faire leur occupation professionnelle.